Il est 6h30 à Yaoundé et Kinshasa, 7h30 à Paris. Nathalie Amar. Bon réveil, bon début de journée à vous à l'écoute d'Afrique Matin. Tout de suite, c'est le journal. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Il se dit toujours en course pour la victoire au Cameroun. Cabral Libi, le benjamin de la présidentielle, prévient il n'acceptera pas de manipulation des résultats du scrutin de dimanche. Le retour d'exil pour les Congolais qui avaient trouvé refuge en Angola. Ils sont des dizaines de milliers à avoir franchi la frontière depuis début octobre, conséquence d'une opération de la police angolaise contre les trafiquants de diamants. Au sommaire également l'affaire des mercenaires de Moïse Katumbi devant la justice en République démocratique du Congo en l'absence de l'opposant qui ne peut toujours pas rentrer dans son pays. Le camouflet pour Michaël Jean, le Canada retire son soutien à la candidature de la secrétaire générale de la francophonie pour un nouveau mandat à la tête de l'OIF. Et puis les Camerounaises balayées par l'équipe de France de football, 6-0 pour les Bleus hier. Match difficile à préparer pour les Lions. Certaines joueuses sont arrivées sur place que quelques heures avant le coup d'envoi. 3 jours après la présidentielle, la compilation des résultats se poursuit au Cameroun. Une période marquée par quelques soubresauts après la revendication de la victoire par Maurice Kamto lundi. Le ministre de l'Intérieur a répondu hier à l'opposant, lui aussi par une métaphore footballistique. Marquer un penalty, ce n'est pas gagner le match. Alors 72 heures après le scrutin, aucun chiffre n'est disponible. Hier, un autre candidat a pris la parole, c'est Cabral Libi, le benjamin de cette élection, de 47 ans, le cadet du président sortant, Paul Biya, qui brigue un 7e mandat. Cabral Libi se dit toujours en course pour la victoire et met en garde contre toute manipulation des résultats. Nous continuons à collecter les informations et les procès-verbaux. Cette tâche, devrais-je vous le rappeler, est ardue, fastidieuse. Elle requiert du temps, de la logistique et de la concentration. Nous nous y investissons avec méthode et vigilance. Et si au bout de cette opération objective et de vérification, notre victoire est établie, je dis bien, si et seulement si elle est établie, je ne laisserai en aucun cas celle-ci être volée par quiconque. Car cette victoire serait celle du peuple camerounais assoiffé de changement. J'appelle à la conscience des gouvernants sur les conséquences imprévisibles d'une quelconque forfaiture de trop. Nos avocats, au regard du caractère hautement scandaleux des irrégularités dont nous continuons à collecter les preuves, se réservent le droit de saisir ou non la juridiction compétente dans les délais légaux prévus. Et Cabral Libi au micro de Polycarpe Somba. Des dizaines de milliers de Congolais ont franchi la frontière entre l'Angola et les Kasaï en République démocratique du Congo depuis plusieurs jours. Ils fuient le nord de l'Angola, la province du Lunda Norte, où ils avaient trouvé refuge en 2016 et 2017 face à la violence au Kasaï. Depuis le début du mois, la police angolaise mène une opération contre les étrangers en situation irrégulière dans la région, en ciblant tout particulièrement ceux qui participent au trafic de diamants. Depuis plusieurs jours, le flux de personnes est ininterrompu à la frontière entre les deux pays. Passion Ligoni. Le poste frontalier de Kamako a accueilli encore ce mardi des milliers de Congolais venus d'Angola. Parmi eux, il y a plus de retournés volontaires que de refoulés. La police angolaise évoque même le chiffre de 180 802 ressortissants de la RDC qui, dit-elle, ont librement quitté le territoire angolais depuis le début de l'opération. Les Congolais venus d'Angola justifient leur départ de la région voisine de Lunda Norte par, disent-ils, la brutalité de la police angolaise lors des opérations menées contre les étrangers qui seraient en situation illégale. Sur place à Kamako, certains passent nuit à la Belle Étoile, d'autres dans des églises et dans des écoles. Beaucoup également prennent la direction d'autres localités avoisinantes. L'accueil n'est pas encore organisé. Les autorités locales disent être débordées et attendent une intervention du gouvernement central et un appui des organismes internationaux. À Kinshasa, la communauté humanitaire ne s'est pas encore décidée sur les actions à entreprendre. Même l'état préliminaire qui doit mettre autour d'une table les programmes nationaux et internationaux pour effectuer l'état de lieu de la situation n'a pas encore été réalisé. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI. La RDC où 5 civils ont été tués hier dans la région de Béni dans l'est du pays. Attaque attribuée aux rebelles ADF, une embuscade contre une voiture sur la route entre Béni et la province de l'Ituri. Cette insécurité quotidienne dans cette région exaspère la population. Hier, ce sont des enfants qui ont manifesté à Rwenzori, une commune de la ville de Béni. Une marche pour la paix et contre les violences qui terrorisent leur quartier. Par ailleurs, les 15 personnalités du régime de Joseph Kabila visées par l'Union européenne demandent la levée des sanctions
à leur égard, sanctions qualifiées d'humiliantes, dégradantes et disproportionnées, gel des visas et des avoirs pour eux en Europe. Parmi ces personnalités, Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat de la majorité à la présidentielle du 23 décembre, sanctionné pour violation des droits de l'homme alors qu'il était ministre de l'Intérieur entre fin 2016 et mi-2018. Lui n'a pas pu déposer sa candidature pour la présidentielle du 23 décembre. Moïse Katumbi est devant la justice. Alors pas physiquement puisque l'opposant est toujours en exil, mais la justice congolaise va commencer à statuer sur l'affaire dite des mercenaires. L'ancien gouverneur du Katanga est accusé d'avoir engagé des hommes pour déstabiliser le régime du président Kabila. Moïse Katumbi ne pourra donc pas se défendre de vive voix, toujours interdit d'entrer sur le territoire de RDC à cause d'un mauvais passeport. Kamanda Wakamanda Muzembe. L'opposant se trouve à l'étranger, en exil forcé en Belgique, interdit de rentrer en RDC, disent ses avocats. Depuis fin 2017, les autorités congolaises exigent l'usage du seul passeport biométrique pour tout voyage vers la RDC. Détenteur d'un passeport semi-biométrique, l'ancien gouverneur du Katanga attend un passeport biométrique qu'il a, selon les mêmes sources, sollicité auprès du ministère des Affaires étrangères il y a 4 mois déjà. Sera également absent à la barre une des pièces maîtresses de ce procès, l'Américain Daryl Lewis. Il affirme sur les réseaux sociaux que l'ambassade de la RDC à Washington lui a refusé le visa pour la 2e fois au motif que seule la Cour de cassation peut solliciter pour lui ce visa. Le camp Katumbi soupçonne alors un piège, une condamnation par défaut, comme devant le tribunal de paix de Kamalondo à Lubumbashi, dans l'affaire dite d'escroquerie de maison. La défense de l'opposant s'est alors résolu d'écrire à la Cour de cassation pour qu'elle mène des démarches afin de faciliter l'arrivée au pays des 2 personnes. Kamanda ou Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et l'ouverture de ce procès pourrait être reportée puisque selon des observateurs, les magistrats nommés à la Cour n'ont pas encore prêté serment et ne devraient donc pas siéger légalement. Les Nations Unies et l'Union africaine demandent des avancées concrètes sur l'application de l'accord de paix au Soudan du Sud. Un texte signé le 12 septembre, le patron des casques bleus, Jean-Pierre Lacroix, effectue une visite de 3 jours dans le pays. Il demande une concrétisation du compromis et notamment un cessez-le-feu effectif. Depuis 1 mois, des combats ont repris dans certaines régions du pays. Le Soudan du Sud toujours déchiré par la guerre civile depuis 5 ans. RFI Afrique Matin, 6h37 à N'Djamena, au Tchad, le retour devant les tribunaux d'une affaire de violence sexuelle. C'est un procès en appel qui s'ouvre aujourd'hui, celui de l'époux de la jeune Awaria. À 13 ans, elle avait épousé de force un homme qui l'avait enlevée, séquestrée et violée. La jeune fille avait finalement réussi à s'échapper avant de saisir la justice. Mais en première instance, l'homme d'une 50aine d'années n'avait pas été reconnu coupable. Retour sur cette affaire avec Ouda Ibrahim. C'est en 2013, Haouria a 11 ans. Haroun Hussein, à qui elle est promise depuis ses 9 ans, l'enlève à la frontière tchado-soudanaise. S'ensuivent 3 années difficiles où elle dit avoir été séquestrée et torturée pendant plus de 4 mois. Mariée de force, Haouria finira malgré tout par s'échapper. En 2016, sa famille porte plainte pour enlèvement de mineurs. En août 2017, le verdict tombe. La justice tchadienne estime que Haroun Hussein n'est pas coupable. C'est donc la peur au ventre que Haouria viendra témoigner ce mercredi à la barre du tribunal de N'Djamena. Lors de précédentes audiences, son époux l'avait menacée. Elle craint aujourd'hui qu'il lui fasse mal. La jeune fille, qui ne va plus à l'école, a peu d'espoir de voir la justice tchadienne se ranger de son côté en raison, dit-elle, de la corruption. Son affaire met à nouveau en lumière l'impunité dont bénéficient les auteurs de crimes sexuels au Tchad. En 2016, Zohra, prénom de cette lycéenne violée collectivement, avait défrayé la chronique en brisant le silence. Ces violeurs avaient été jugés et condamnés à 10 ans de travaux forcés, mais certains n'ont pas été au bout de leur peine. Le Tchad, où Florence Parly vient de passer 2 jours, la ministre française des Armées a notamment rencontré le président Idriss Déby. Visite consacrée à la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne. La coopération entre l'Italie et le Niger est indispensable pour lutter contre le trafic de migrants. Les mots d'Elisabetta Trenta, la ministre italienne de la Défense. Elle a reçu hier à Rome son homologue nigérien Kala Moutari. Entretien pour renforcer la coopération bilatérale entre Rome et Niamey dans la formation d'officiers et la lutte contre l'immigration illégale. Anne Lenir.
Selon le communiqué posté par la ministre italienne de la Défense sur son compte Twitter, sa rencontre à Rome avec son homologue nigérien a permis de confirmer des engagements pris par le précédent gouvernement. Rome va renforcer son offre de formation d'officiers nigériens en Italie et son programme de formation prévu au Niger pour soutenir les forces de sécurité locales. D'après nos sources, le Niger a également obtenu du matériel logistique, camions de transport, ambulances et citernes. La ministre Elisabetta Trenta insiste dans son communiqué sur la coopération indispensable entre les deux pays pour freiner le trafic de migrants qui passent par le Niger pour se rendre en Libye puis en Italie. De son côté, toujours selon nos sources, le ministre Kala Moutari a pu défendre à Rome la nécessité d'un lobbying à l'ONU afin que le Niger puisse disposer de fonds pérennes. Anne Lenir, Rome, RFI. L'ancien député togolais d'opposition Nicodème Ayewabia est au Ghana, dans la capitale Accra, où il reçoit des soins après 2 semaines de grève de la faim pour demander la libération des détenus politiques et l'organisation d'élections libres et transparentes au Togo. Selon son médecin, l'ancien député est dans un état physique assez critique. La bataille pour prendre la tête de la francophonie, Alexis, et ce coup dur pour Michaëlle Jean, la secrétaire générale sortante de l'OIF. Ottawa a annoncé le retrait de son soutien à la Canadienne, candidate à un nouveau mandat à la direction de l'Organisation internationale de la francophonie, qui se réunit demain et vendredi à Erevan, en Arménie. La route se dégage donc pour la rivale de Michaëlle Jean, la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Christophe Boisbouvier. Ces 3 derniers mois, Justin Trudeau a tout fait pour défendre sa compatriote Michaëlle Jean. Il a téléphoné un par un aux chefs d'État africains pour essayer de casser le consensus qui s'était formé au sommet de l'Union africaine à Nouakchott en faveur de Louise Mushikiwabo. Et de fait, quelques chefs d'État du continent, comme le Tunisien Béji Caïd Essebsi et le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, ont encouragé Michaëlle Jean à se battre jusqu'au bout, si bien qu'au dernier pointage, la secrétaire générale sortante espérait compter sur quelques 17 à 18 voix sur un total de 54. Mais en face, Louise Mushikiwabo a fait une campagne méthodique avec l'aide décisive de son président. Un jour, un chef d'État d'Afrique de l'Ouest a lâché « J'aime bien le Premier ministre du Canada, mais je ne veux pas me mettre à dos le président du Rwanda ». Et puis à cela s'est ajoutée la pression d'Emmanuel Macron. Les Français, quand ils veulent quelque chose, ils mettent le paquet et c'est très impressionnant, confie un partisan de Michaëlle Jean. Qu'est-ce que Paris a promis à Ottawa? Sans doute un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en 2020 ou 2022. Christophe Boisbouvier, Erevan, RFI. Le football, avant de refermer cette édition, les Camerounaises n'ont pas échappé à une correction hier en France. Lourde défaite des Lions face aux Bleus à Grenoble, 6-0. L'équipe de France, 4e au classement mondial, sans doute un peu trop forte pour la sélection camerounaise. Mais il faut dire que leur tâche n'a pas été facilitée par le voyage jusque dans l'Hexagone. Une partie du staff et des joueuses sont arrivés seulement hier matin à Paris. Les visas délivrés seulement la veille. Dans ces conditions, difficile de préparer un match, Éric Chorin. Je tire un coup de chapeau à toutes mes coéquipières. On a donné le meilleur de nous, je pense que vous l'avez vu. On a vraiment mouillé le maillot. Ce genre de match, ce sont des matchs qu'on joue parfois une fois dans une vie. Ces mots, ce sont ceux de la capitaine des Lions, Christine Mani, car l'envie était bien camerounaise au coup d'envoi du match hier. L'engagement des coéquipières de la défenseuse de Nancy leur a d'ailleurs permis de faire déjouer les Bleus et de leur résister une bonne demi-heure avant d'encaisser 2 buts avant la pause. Ce sera plus dur ensuite avec 4 buts de plus dans les filets d'Annette Ngondom, mais la fête aurait été plus belle sans les péripéties qui ont précédé le match. Joseph Ndoko, leur sélectionneur, en est persuadé et il en est sûr cela aurait pu être évité avec un peu de bonne volonté. La dame nous dit elle prend 6 personnes, 6 visas par jour. Mais attends, c'est pas pourquoi on ne veut pas chercher le travail, on vient pour une fête quand même. On a expliqué la situation, on est fautifs nous les Camerounais au départ. Il n'y a rien à dire. Là où j'interpelle un peu le consulat, c'est de sentir la situation. Tu dis ok, on a invité ces gens-ci pour une fête, mais quand même, c'est la dernière fois si vous arrivez encore comme ça, voilà. Allez-y, faites la fête. Ils auraient dû permettre que le staff et les autres joueuses qui étaient concernées viennent à l'heure. On vous aurait montré autre chose. Les Camerounaises en auront peut-être l'occasion l'été prochain si elles décrochent leur ticket pour la Coupe du Monde en France lors de la prochaine CAN au Ghana à la fin de l'année. Éric Chorin, Grenoble, RFI. Et puis le football également chez les hommes. Début de la 3e journée des qualifications pour la CAN 2019. 2 matchs à suivre aujourd'hui. Éthiopie, Kenya et Zambie, Guinée, Bissau. 7h44 à Paris. Vous retrouvez Nathalie Amar. Merci, c'était le journal d'Alexis Guilleux.
Et d'ici 8h, Afrique Matin, en Centrafrique, où la reconstruction des forces armées après des années de crise passe par la formation. Un premier bataillon amphibie bénéficie ainsi de l'expertise de la mission européenne en la matière. Nous sommes en train de suivre une formation sur le combat tactique en particulier, en s'assurant du point à atteindre d'abord sur l'ennemi, en chassant ou en capturant l'ennemi qui veut occuper un point. Il faut qu'on soit préparé, qu'on ait une notion élémentaire pour nos hommes et pour le corps de troupes en général. Extrait du reportage de Charlotte Cosset, à suivre après l'invité d'Afrique Matin. Le monde devra engager des transformations rapides sans précédent s'il veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est la conclusion du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, dans son rapport de 400 pages commandé lors de la COP21 à Paris en 2015. Un rapport présenté lundi, finalisé la semaine dernière en Corée du Sud. C'est là que Sébastien Duhamel a pu joindre le Malien Youba Sokona, le vice-président du GIEC. Il est l'invité d'Afrique Matin. Youba Sokona, bonjour. Bonjour. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer au niveau africain du rapport du GIEC ? Le rapport intéresse à bien des égards le continent africain dans la mesure où il aborde les questions de la lutte contre la pauvreté, il aborde les questions du développement durable et ses conclusions également intéressent le continent africain, notamment à savoir que les changements climatiques affectent déjà les populations, les écosystèmes et les moyens de subsistance dans le monde entier et plus particulièrement le contexte africain est confronté à l'ensemble de ces éléments. La deuxième conclusion majeure, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré n'est pas impossible, mais nécessite des transitions sans précédent dans tous les domaines de la société. Il se trouve que dans le continent africain, les infrastructures majeures qui structurent le développement ne sont pas encore en place. Le secteur agricole est à développer, l'industrialisation est à réaliser, le stock d'habitat nouveau est beaucoup plus important que l'existant. Le système de transport est à définir et l'urbanisation également est totalement à définir. Mais tout ceci, on peut l'intégrer dès la base à condition qu'on ait la volonté politique et qu'on ait les moyens financiers pour réaliser cela. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, cette volonté politique de faire bouger les choses ? On peut dire dans une certaine mesure que le politique commence à prendre conscience de l'importance des questions de changement climatique dans la mesure où au niveau des chefs d'État africains, il y a un comité de chefs d'État et de gouvernement sur les changements climatiques. Et il se trouve également qu'à Paris, lors du sommet de la conférence des partis en 2015, pratiquement tous les chefs d'État africains étaient présents à Paris, ce qui n'était pas le cas dans les conférences des partis précédentes. D'une certaine manière, il y a une certaine sensibilité politique sur les questions des changements climatiques. Donc il y a une prise de conscience au niveau politique, mais aujourd'hui, est-ce que la mise en place, est-ce que l'application des solutions qui sont posées sur papier se font bien ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'application ? Écoutez, l'Afrique, à l'image des autres parties du monde, on avait tous à cœur qu'on va utiliser les changements climatiques pour changer le cours des choses. Et dès le début, il y a eu quelques balbutiements au niveau international. Ensuite, avec le protocole de Kyoto, on pensait tous qu'on a trouvé la bonne voie pour se lancer vigoureusement dans la lutte contre les changements climatiques et puis la promotion du développement durable. Nous avons été obligés de nous désenchanter parce qu'on a abandonné le protocole de Kyoto. On essaie de mettre en place l'accord de Paris, c'est-à-dire au niveau international, il n'y a pas des actions qui suivent les énoncés au niveau politique. L'Afrique est un peu à l'image de cela. Tous les pays en développement espéraient également qu'il y aurait des moyens financiers relativement conséquents. Ils sont également désenchantés parce que les moyens financiers n'ont pas suivi. Il y a justement une initiative africaine qui a été mise en place en matière d'énergie renouvelable, mais certains observateurs là aussi me disent que finalement les financements, comme vous venez de le dire d'ailleurs, peinent à arriver. Pourquoi il n'y a pas de financement alors que finalement il y a un consensus sur l'urgence à agir, il y a un consensus visiblement sur les solutions à adopter, mais le financement peine à arriver. Pourquoi cela ? Il se trouve que j'ai été l'artisan de cette initiative. C'est moi qui ai coordonné le développement de cette initiative. On se rend compte également que beaucoup de pays sont confrontés à des difficultés internes. Le problème d'emploi, les problèmes de migration, les problèmes de développement.
et qui sont tous des problèmes de court terme. Et les questions du changement climatique sont des questions relativement de long terme, mais le long terme est en train de devenir le très court terme. Si on n'agit pas dans les 10 années à venir, il va être quasiment impossible de faire face aux conséquences néfastes, c'est-à-dire aux questions d'adaptation et de pouvoir limiter le réchauffement même à 2 degrés. Comment faire alors ? Ça peut passer au niveau continental par le centre africain pour la politique en matière de climat, qui est sous l'égide de l'ONU justement ? Écoutez, ce centre africain également, c'est moi qui l'ai mis en place en 1990, la Commission économique des Nations Unies, qui était censée non seulement aider les pays africains sur les données climatiques et hydroclimatique, dans la mesure où le système d'observation de la plupart des pays n'est pas tellement fonctionnel, et en même temps servir d'instrument de politique pour les pays africains. Ce centre également a relativement bien fonctionné dans les débuts, et puis on connaît quelques difficultés à cause des moyens financiers et puis à cause d'un intérêt des différentes institutions. Il y a une sorte de démultiplication d'institutions et d'efforts. Il y a trop d'institutions qui œuvrent aujourd'hui en faveur du climat, une dispersion finalement des efforts ? Il y a beaucoup plus une dispersion d'efforts, une dispersion à travers des projets plutôt que de création de renforcement d'institutions au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau régional. Vous allez dans un pays, au lieu de mettre l'accent pour renforcer un service de la météo, on préfère avoir un projet à côté du service de la météo. Et de projet en projet, on a du mal à asseoir quelque chose de bien conséquent. Youba Sokona, merci. Merci. Le vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, Youba Sokona, avec Sébastien Duhamel. Entretien à réécouter sur RFI.fr. Nathalie Amar. 7h51 dans l'actualité de ce mercredi, le Canada qui lâche sa candidate à la tête de l'OIF. Justin Trudeau s'en expliquera sans doute à son arrivée à Yerevan tout à l'heure. Il renonce à soutenir Michaël Jean, l'actuel secrétaire général de la francophonie. Ses chances de second mandat semblent donc très compromises désormais face à la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo. Vous êtes d'ailleurs nombreux à réagir à cette information sur la page Facebook RFI Afrique. Vous continuez de le faire jusqu'à 8h en temps universel. Emmanuel Macron, lui, s'envolera pour l'Arménie à la veille du sommet de l'OIF. Ce mercredi, un conseil des ministres est auparavant prévu à l'Elysée à 10h. Y aura-t-il d'ici là l'annonce d'un remaniement ministériel ? C'est la question. La mort en prison de l'opposant vénézuélien Fernando Albán, assassinat selon l'opposition, suicide, disent les autorités. Les demandes d'enquête indépendante se multiplient. ONU, Union européenne et Organisation des États américains notamment. Enfin, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, quittera son poste à la fin de l'année. Donald Trump songe pour la remplacer à l'ancienne dirigeante de Goldman Sachs et conseillère de la Maison-Blanche, Dina Powell. RFI, reportage à Bangui, où l'armée, affaiblie par les crises qui ont secoué le pays, tente de se reconstruire avec l'aide de la mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine. Une mission qui livre du conseil stratégique, mais forme aussi aux opérations de terrain les cadres des forces armées centrafricaines. En 2 ans, 4 bataillons ont déjà bénéficié de cette formation. Le mandat de la mission vient d'être renouvelé pour 2 ans et déjà la formation d'un premier bataillon amphibie a commencé. Charlotte Cosset, notre correspondante à Bangui, a assisté à l'entraînement. Ils sont une quarantaine de soldats concentrés, assis dans une petite classe. Ils écoutent le capitaine Gauthier qui mène un cours sur la tactique. Ici se trouvent les futurs chefs de section du bataillon amphibie de l'armée centrafricaine, lieutenant Frédéric Zandanga. Nous sommes en train de suivre une formation sur le combat tactique en particulier. C'est une mission qui consiste pour le militaire en s'assurant du point à atteindre d'abord sur l'ennemi, en chassant ou en capturant l'ennemi qui veut occuper un point. C'est très utile parce que, étant chef de section, il faut qu'on soit préparé, qu'on ait une notion élémentaire pour nos hommes et pour le corps de troupes en général. Droit international humanitaire, secourisme, orientation. En plus de formations théoriques, des cours pratiques sont dispensés, notamment au maniement des armes. Les nouvelles recrues se débrouillent bien, explique l'instructeur de tir. C'est la première séance de tir avec la section et tout le monde a bien tiré. C'est la première fois, mais nous sommes très contents, ils tirent très bien. Pour la première fois. Nous avons 5 femmes dans la section, mais on a bien 2 qui tirent très bien. C'est très impressionnant pour nous.
Une instruction militaire dispensée par des soldats de 12 nationalités différentes au sein de l'EUTM, français, portugais, roumains, suédois, une diversité dont se félicite le colonel Godino, le responsable de l'entraînement et de la formation des unités opérationnelles des FACA. Je pense que c'est aussi la force de la UTM-RCA, d'avoir différentes nationalités, différentes expériences, cultures, et tout le monde ensemble pour travailler pour la réforme du secteur de défense ici en RCA. On peut suivre la même doctrine parce que c'est très important d'enseigner les mêmes procédures, les mêmes tactiques et pour définir le mieux de l'enseignement pour les FACA. La formation est complètement adaptée à sa réalité. C'est un petit différent de notre pays, mais adapté surtout à la réalité des FACA et à ses conditions. Au camp Kasaï, des FACA en exercice évoluent dans les herbes hautes. Disposition de combat. Disposition de combat. L'équipe choque devant et l'équipe... Ce bataillon va recevoir une formation de 3 mois, un bataillon amphibie stratégique dans ce pays dont l'une des principales frontières est une rivière. Charlotte Cossé-Bangui, RFI. Un reportage à retrouver sur la page Afrique de notre site internet www.rfi.fr. Dans une minute, on découvre ensemble l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2018. Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez. En Guinée, l'élection d'un nouveau président à la Cour constitutionnelle est loin de faire l'unanimité. À 2 ans de l'élection présidentielle, l'opposition dénonce une manœuvre pour modifier la Constitution et permettre à Alpha Condé de briguer un 3e mandat. Nous lançons le débat. 33 9 693 693 70. Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Orange Monnaie à partir de 8h10 TU. RFI. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Les conseils d'une psy, Marie-Rose Moreau. Comment les bébés apprennent à parler? Dans une famille multilingue, quelle langue pour mon enfant? Une série de podcasts à télécharger sur le site rfi.fr, sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de téléchargement. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Des podcasts pour mieux comprendre les relations parents-enfants. Il est l'un des 10 finalistes de l'édition 2018 du prix RFI Découverte, le Nigérien Barakina sur RFI. C'est le 227, tu connais le code. Bébé, ah. Oh, gars, bébé, ah. Rap me. Dole ka shiga bada, saboda bakan leda. Baka zama da mu in baka da bakan leda. Kumya neman bakan leda, baka da izinin shiga gida, baka da bakan leda, bakan leda, bakan leda, bakan leda, neman bakan leda, bakan leda, bakan leda, bakan leda, neman bakan leda. Maganin yaro kashi, maganin reni kuɗi, ƙarshen wahala daɗi, maganin talauci tashi. Trap is very good, like Wood. Wake da shinkawa tuwon mu ne to shine mi. No French na gadama kamar Sarko a Ghana. Tashi hankali a gado baki na da taba. In tsere maka da gudu kamar Musa Mazu. Dan bikin da taro amarya babu nono kai. Sojoji a daji matan su a banki. Bebe a da sauti sai ga bebe ta da money. Hankali da buta shayi aboki na kai maka san akwai zahi. Kinyi tusu ni ba za ni kai sadaki ba. Gayuna a fada baraki su keshi. Na shigo da safa wallahi ta makaniki. Le Nigérien Barakina avec ce titre Baka Leda, il sera peut-être le lauréat 2018 du prix RFI Découverte. La réponse le 8 novembre prochain sous la présidence de la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda. Dans une minute le journal. Les 13 et 14 octobre, retrouvez les URPA, Université de la rentrée présence africaine à Paris, sur le thème Les identités afrodiasporiques en actes. Écrivains, artistes, universitaires et associations se réunissent pour des débats et des lectures. Venez à la rencontre de Taneizi Coates, Françoise Vergès, Abdal Malik, Mohamed Mbougarsar et bien d'autres. Les universités de la rentrée présence africaine à Paris. Plus d'informations sur présenceafricaine.com en partenariat avec RFI. Nouveau rendez-vous sur RFI. De vive voix,
Pascal Paradou. Au cœur du sommet de la francophonie à Yerevan en Arménie, je vous donne rendez-vous pour découvrir les mystères de cette très ancienne langue, l'une des plus grandes universités francophones dans le monde, ou encore entendre le lauréat du prix Les 5 continents, une passion de mots et de voix. Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.